Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Paul est un de ces hommes sur lesquels il est impossible de ne pas se retourner. Charismatique et solaire, ce journaliste de 25 ans se définit comme gay. Nous allons parler ensemble de ses premières fois et de sa dernière fois. Bonjour Paul. Hello. Est-ce que tu préfères qu'on se tutoie ou est-ce que tu veux qu'on se vous voit ? On peut se tutoyer, y a pas de souci. C'est mieux. On est plus à l'aise comme ça. Alors cette première fois, c'était quoi ? C'était quand ? C'était avec qui ? C'était préparé ? Alors ma toute première fois, mon tout premier rapport sexuel, c'était, j'avais 15 ans, donc c'est il y a 10 ans maintenant. Et c'était avec ma copine de collège, qui était une amie en fait, je tairai son prénom. Et on va l'appeler Sarah. Et donc je voyais Sarah qui était en fait la fille de l'amie de ma mère. Donc on était assez proches et comme c'est le collège, t'as tous les garçons autour, on commençait à parler de sexe, de qui a déjà ken, qui a déjà baisé, nanana. Et toi t'es un peu à côté, genre sachant que c'était vraiment l'époque où tu commences aussi à avoir des premiers questionnements sur ta sexualité et sur ce que tu aimes vraiment, mais en même temps il faut jouer la carte de j'aime les filles comme tout le monde parce que c'est normal et parce qu'en plus ayant grandi en milieu catho, c'était la bonne chose à faire. Et donc avec Sarah, on se fréquentait, on sortait ensemble. Et puis à un moment donné, j'ai bien senti qu'elle aussi, en plus, il fallait de son côté que ça se passe. Et donc c'était une après-midi chez elle et voilà. Alors les souvenirs sont un peu flous. C'était sa première fois aussi du coup. Non. Je pense pas parce qu'il y avait une histoire comme quoi elle avait fait assez archi tôt avant tout le monde. Ouais, c'est un truc dans le genre. Ouais, elle avait fait avant tout le monde, à 13 ans, un truc dans le genre. Bien. Voilà. Mais je pense pas qu'elle avait beaucoup d'expérience parce que c'était un peu confus pour tous les deux. Alors j'ai des souvenirs de sensations. C'était pas désagréable du tout. Je bandais. Ça a pas duré très longtemps. Juste après, ça a commencé à confirmer le fait que c'était peut-être pas trop ce dont j'avais envie et ce qui me plaisait sexuellement, l'anatomie d'une femme, je pense. Parce que du coup, tu te masturbais déjà ? Oui. Et tu pensais à quoi ? À des garçons. À des garçons, à mes un peu bizarre, à mes grands cousins que je voyais faire du sport. À des acteurs, à l'époque je regardais vraiment pas de porno, j'ai commencé à regarder du porno après assez tardivement, à part taper sur Google vite fait garçon à poil, fille à poil, tu vois, toutes les recherches possibles et imaginables. Et donc quand je me masturbais à l'époque, je pensais à les garçons. Mais tu pensais pas du tout à des filles. Non, pas une seule seconde. Mais tu t'es pas forcé cette fois-ci quand même. Forcé avec Sarah. Oui, bien sûr, je me suis forcé, évidemment. Parce tu t'es quand même forcé. Oui. Donc, mais bon, et pendant que je le faisais avec elle, je pense bien que, alors encore une fois, les souvenirs sont flous, mais je pense bien que je fermais les yeux et que je pensais à autre chose qu'elle. Enfin, d'autres personnes qu'elle. Mais du coup, quelques semaines plus tard, il y a eu une autre première fois. C'est ça. 4-5 semaines plus tard, j'ai rencontré un ami de mon cousin, qui est devenu mon mec, avec qui je suis resté 4 ans, et en fait on s'est rencontrés à l'anniversaire de mon cousin en question. On a commencé à discuter pas mal par MSN à l'époque, puis il m'a invité chez lui, on a passé la soirée ensemble et on a couché ensemble. On a fait l'amour quoi. Et donc j'ai été passif. Donc passif chez les homosexuels, c'est celui qui prend dans le huc, comme on dit. Et tu savais qu'il était gay ? Et il savait que... Non. Il n'y a pas eu de... On a commencé à discuter, puis on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on se plaisait, parce que lui aussi c'était complètement caché pour lui. Mon cousin savait pas à l'époque. Je pense que on a ressenti tous les deux que, tu sais, c'est facile, des petits regards, même si j'avais aucune expérience, tu sens quand même qu'on te regarde et que le mec a envie de toi, quoi. Enfin. Et voilà, et donc cette nuit-là, non.
techniquement, c'était ma première fois que ça se passait comme ça, donc forcément beaucoup d'appréhension, de la fameuse douleur. Et en plus à l'époque, j'avais vraiment ce truc dans la tête où non mais tu vas te faire, si tu te fais prendre par derrière, c'est genre tu vas avoir la nuit ravagée, enfin ce genre de truc. Donc j'étais en mode mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais bon, je le fais quand même parce que je suis très excité, parce que j'ai envie de ce mec-là. Donc c'est pas évident. J'ai dû beaucoup respirer, je me rappelle avoir pris beaucoup d'inspiration et beaucoup expirer. Mais après c'était autre chose. Enfin c'était parce qu'en plus c'était ce mec-là que je commençais à voir, dont je tombais déjà pratiquement amoureux. J'avais 15 ans, il était un peu plus âgé. C'était genre pour moi c'était vraiment le délire de ton prince charmant, ça y est, il est là, tu l'as trouvé, ciao quoi. Donc forcément le fait du plaisir corporel et ce plaisir cérébral là, clairement c'était assez évident après ça que bon bah ok, c'est les garçons que t'aimes et puis c'est tout. C'était une page de tournée, quoi. C'était une page de tournée. C'était, même si j'étais toujours pas prêt à assumer complètement ma sexualité, c'est-à-dire auprès des gens, de ma famille, de mes amis, au moins avec moi-même, je savais que, ok, d'accord, c'est ce qu'on va faire. C'est comme ça ce qui va se passer. T'as mis longtemps après à garder cette histoire cachée Ah oui, pendant pratiquement les 4 ans, jusqu'à ce qu'on découvre que j'ai pas fait de coming out, je me suis fait outer par une tante. Jusqu'à ce point-là, j'ai réussi à la garder cachée. J'étais astucieux. Au lycée, du coup, tu faisais semblant d'être hétéro. Ouais. Puis sur la fin, j'ai eu beaucoup de remarques parce que j'étais assez efféminé, comme on dit, même si ça a plus de sens aujourd'hui pour moi. En tout cas, je représentais pas cet archétype du garçon, comme on peut imaginer. Et donc, je me suis tapé beaucoup de sale tapette, sale pédé, machin et tout. Et donc, pendant longtemps, la réplique était de dire, bah non, j'ai une copine, non, je sors avec des meufs, de faire semblant de... Et sur première terminale, je commençais sans avouer quoi que ce soit, je répondais même plus, tu vois, c'était en mode... parce qu'en plus, j'avais l'équilibre de mon copain à côté. Et tu le voyais hors des cours Ouais. T'arrivais à le voir comment? Hors des cours, j'allais en week-end chez lui. En fait, j'étais en internat, donc c'était les week-ends, c'est facile de dire dans ma famille que j'allais chez un ami, ce genre de truc. Pour le coup, j'ai gardé ça caché, pratiquement l'ensemble de notre relation jusqu'à la fin. Et votre sexualité commune a évolué ensemble? Enfin, t'as appris des choses, c'est devenu moins difficile? Alors, ce truc-là est devenu moins difficile. Le fait de se faire prendre par habitude. Après, l'acte sexuel par anal est quand même assez compliqué parce que on dit souvent qu'à la base, c'est pas fait pour ça. Enfin, je m'exprime mal. C'est compliqué parce que y a d'autres choses qui se passent derrière. Donc, c'est aussi apprendre à réguler, c'est le mauvais terme. Aussi apprendre à savoir gérer tout ça, ce qui peut se passer d'autre que l'acte sexuel par là. Donc j'ai aussi appris parce que c'est une grosse question que plein de jeunes homosexuels se posent quand ils commencent leur vie sexuelle. Donc et mon mec de l'époque m'a appris justement à gérer ça aussi, même si comme à faire des lavements, des choses comme ça? Voilà, à faire des lavements, à savoir même si t'en fais pas, parce que je pense pas qu'il faut en faire tout le temps non plus. Savoir quand t'es plus ou moins prêt à passer à la casserole en fonction de ce que t'as mangé, tu vois. Ça peut sembler assez technique comme ça, mais au final on s'y fait. Après, dans notre relation à deux, non, elle a pas vraiment évolué dans le sens où avec ce mec-là, j'étais que passif exclusivement. Je pense qu'en 4 ans de relation, ça s'est passé dans le sens contraire 2 fois et encore. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, mais on va dire à moitié. J'ai découvert le reste après, quand j'étais plus avec ce mec-là. On va faire une petite pause, on va faire un petit jeu. C'est sur la base du jeu à boire Je n'ai jamais. Tu connais ce jeu à boire? Oui. Où en gros, Never ever en anglais, c'est ça? Voilà, exactement. Et donc je vais te dire des affirmations et tu vas me dire si ça te fait penser à quelque chose, si tu l'as faite, si tu l'as jamais faite, si... J'ai envie de le faire. Si tu as... Ouais, exactement. J'ai déjà eu du souci avec du matériel. Du matériel sextoy, lubrifiant... trucs qui servent pas forcément au sexe, mais dont on sert pour le sexe et en fait ça foire. D'accord. Non, jamais. Non, jamais, parce que tu sais, j'ai jamais vraiment utilisé de sextoy. J'ai dû me goder 2 fois. Et je n'ai pas du tout trouvé ça agréable. Et sinon, avec du matériel, non. Non.
Non, jamais de problème. Vraiment pas. J'essaie vraiment de trouver un truc amusant à dire, mais non. T'es pas obligé de dire un truc amusant, rassure-toi. Non, mais pour moi-même, c'est même plutôt triste en général. Moi, mes anecdotes de foirage avec du matériel, elles sont tristes. Hein, t'inquiète pas. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Oui. À ça, il y a plein d'autres choses. Au travail. À ce que j'avais à faire, les tâches à faire chez moi, quand vraiment le mec en face est nul, tu as le temps de penser et de refaire le monde. Hein. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Oui. Bah, déjà ma première fois, je pensais avec Sarah. Je pensais à plein d'autres gens, sauf elle. Et oui, ça m'arrive encore enfin, quand ça m'arrive en couple, je commence à me dire, non. Ça dépend. Je peux, par exemple, quand t'es en couple et que tu couches avec ton mec, parce que c'est pas toujours super quand t'es avec, même si tu peux parfois, voilà, penser ça m'arrive de penser aux meilleures fois où je l'ai fait avec d'autres mecs ou genre à d'autres gens imaginaires. Donc des gens imaginaires, tu as inventé enfin imaginaires, des non fantasmes. Pas des gens imaginaires, mais des gens des acteurs, des célébrités, des quoi. ça, ouais. Voilà, tu vois. J'arrête les taux si tu m'entends. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Oh oui. T'as des exemples? Oh mon Dieu. À la piscine, au travail, en soirée. Après, tu me diras en soirée, ça peut être prévu pour. Vraiment, j'ai déjà eu des moments où, je pense que j'ai eu des moments où j'avais vraiment une libido, enfin, j'ai souvent des moments où j'ai des périodes de libido accentuées et vraiment, quand ça doit le faire, ça va le faire. L'endroit, donc oui, pas mal d'endroits. Alors normalement, il y a une de ces affirmations que je mets dans le quiz, mais ça va nous permettre de faire une petite transition avec la suite. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Partenaire sexuel. Ah oui, voilà. Oui. Mais comme on s'était arrêté à ta première fois qu'un garçon où tu ne sodomisais pas, là en l'occurrence, on va parler de cette première fois où tu as... Oui. Il faut que je me rappelle dans les détails, parce que ça remonte aussi. Ma première fois que j'ai sodomisé un mec, c'était mon ex de l'époque, avec qui je l'ai fait que 2 fois dans ce sens-là. Et je me rappelle la première fois, déjà j'ai dû le convaincre parce que je suis très curieux et que même si ça m'allait à l'époque d'être dans cette relation où c'était lui qui était actif, à force de discussion avec des potes, de lecture, je me suis dit qu'il fallait quand même que je connaisse ce que ça fait, même si au final ça me plaît pas et que je préfère être que... Et donc, et en plus il avait un super corps pour exploiter, si je peux dire ça comme ça. Donc cette première fois, j'ai dû le convaincre, le rassurer sur le fait que j'allais y aller doucement, que... Parce que lui, c'était sa première fois aussi. Non, mais il aimait moins ça. Et je pense que on était dans une relation qui était très hétéronormée, si tu vois. Et même lui, dans son, je le fréquente plus du tout aujourd'hui. Je sais pratiquement même pas ce qu'il est devenu. Je sais pas s'il est toujours comme ça, mais à l'époque, en tout cas, il était très hétéronormé. On est dans une relation où c'était lui, trivialement, je vais dire l'homme et moi la femme, tu vois. Mais vraiment. Et à l'époque, en tout cas, ça me convenait parce que je comprenais pas autant de choses que je comprends maintenant et je pensais pas comme maintenant. Et donc rien que dans cette vision-là, de voir notre couple, pour lui, c'était compliqué de se faire prendre. Et donc, j'ai même dû faire des menaces en disant que, si je le faisais pas, que j'allais le faire ailleurs, tu vois. Enfin, c'était vraiment, ouais. Donc, je l'ai fait. C'était assez, même pour moi, un peu, angoissant parce que ce qu'il allait aimer, est-ce que j'allais aimer, et c'était pas mal. Un truc assez drôle, c'est que, et je pense qu'en plus lui il a bien aimé aussi, mais un truc qui m'a marqué, je m'en souviendrai toujours, c'est à un moment donné, je le prends dans une position où on dirait, enfin vraiment c'est encore une fois trivialement une position où c'est un peu lui la meuf et moi le mec. C'est horrible de dire des trucs comme ça, mais en tout cas à l'époque c'est comme ça. Bref, je le prends comme ça et sur le coup je vois qu'il adore, puis on finit, on va sous la douche et il me regarde dans les yeux, il me fait plus jamais tu me prends comme ça. Et j'étais là, mais t'as aimé ou pas? Enfin, c'est le seul point qui compte là tout de suite. Et il m'a dit, c'est pas la question, plus jamais tu me prends comme ça. Et à l'époque, ça m'a excité. Mais tu vois à quel point on peut être complètement conditionné à tout un tas de choses. Et la deuxième fois, c'était catastrophique parce qu'il voulait pas. Enfin. Donc après votre relation, tu t'es dit qu'il fallait que t'explores un peu plus. Hein. Voilà. Et après notre relation, quand c'est terminé,
J'avais plus de... ça a aussi contribué au fait que c'est une relation qui m'a fait grandir. J'ai aussi grandi moi de mon côté. Donc j'arrive sur le marché du dating et des coucheries avec plus d'expérience et surtout une envie de plus me connaître. Et vraiment, je pense qu'après lui, j'ai été pratiquement que actif. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore au final. Et je me rends compte aujourd'hui avec le temps, on est 10 ans plus tard maintenant, enfin presque 10 ans plus tard maintenant, je préfère être actif que passif. Parce que je me sens très bien en tant que versatile et je peux faire les deux, mais je préfère être actif parce que j'adore les fesses et c'est vraiment une de mes parties préférées chez les mecs. Puis je suis plus pénis que anal, on dirait, en termes de, comme on dit chez les nanas, plus clitoris que vagin. Et c'est un truc, mais je sais pas pourquoi expliquer pourquoi j'aime plus que ça. Et en plus parce que ne pas avoir mal, ce genre de choses, bien gérer, je pense que c'est un truc qui peut parfois vite se perdre avec le temps. Et en fait, c'est un peu le piège. Et j'ai souvent ces discussions-là avec des amis dans le même cas. C'est moins souvent t'essayes d'être passif. En fait, c'est plus difficile de t'y remettre. Et donc, j'avoue, aujourd'hui, je suis passif pratiquement que en couple, parce que je pense qu'en couple c'est sain d'être versatile, c'est ce que je pense, mais sinon en dehors de ça je fais difficilement d'efforts, ou alors il faut vraiment que le mec me donne envie, quoi. Et en plus aujourd'hui, même pour être passif, j'ai vraiment du mal à être passif. C'est vraiment quelque chose de compliqué maintenant, parce que si je tombe sur un mec qui veut me prendre et que je vois une once d'hésitation en lui, c'est mort, ça le fait pas. Soit je lui dis, soit tu te retournes, soit on fait rien, en fait. Enfin, tu te retournes, voilà. Au moins c'est clair. Voilà. Pour parler de passif-actif, c'est quelque chose qu'on connaît assez mal quand on est pas gay. C'est souvent vecteur de clichés, en l'occurrence, dont tu as déjà parlé, puisque tu parlais de couple hétéronormé, de rapport hétéronormé à la sexualité. Tu penses que c'est encore tout à fait juste de définir ces pratiques comme ça ? On parlait de la versatilité, tu penses pas que c'est quelque chose auquel il faut aspirer plutôt, la versatilité, quand on peut se le permettre ? Alors, je pense que c'est chacun un peu c'est à chacun de voir. Moi, personnellement, oui. Je préfère être versatile, en tout cas me laisser la possibilité de pouvoir tout faire. Et j'ai tendance à, si je me mets en couple avec un mec, pour moi, c'est vraiment un peu un truc primordial qu'il soit aussi versatile, qu'on soit pas enfermé. Parce que le problème pour moi avec toutes ces histoires d'actifs passifs, et qui en plus pour moi sont plus les bons termes à utiliser, parce que souvent dans un rapport c'est le mec passif qui va être le plus actif au final. J'avoue qu'aujourd'hui j'ai pas de terme sous la main pour remplacer ça, tu vois. En plus je me suis jamais penché dessus, c'est en le disant là que je me dis que c'est pas forcément les trucs les plus appropriés. Et donc personnellement, j'aspire à être versatile, et je trouve que c'est le mieux, parce que le problème avec ces termes-là et ces définitions-là, c'est que ça vient avec une vision hétéronormée des couples homosexuels que je trouve complètement néfaste. C'est trop fort comme mot me presse, parce que on s'enferme du coup dans des catégories, on essaye de copier des modèles imposés, des façons de faire qui très bien si les gens sont heureux comme ça, et j'ai rien à redire personnellement, mais je pense pas forcément que ce soit la meilleure des choses, en tout cas pour moi à l'heure d'aujourd'hui. Parce que du coup sur les applis, les choses comme ça, on précise si on est... La plupart des mecs, je pense que c'est très défini, je tombe déjà sur des mecs tu peux tomber sur des mecs qui mettent 100% passif, les passifs c'est même pas la peine de me parler, tu vois, ce genre de trucs. Et encore une fois, je comprends, surtout sur des applications comme Grindr, où la plupart du temps, la plupart des mecs sont là pour une raison bien précise, et c'est qu'à la fin du jour, ils se soient fait plaisir. Donc je comprends. Mais c'est vrai que moi je préfère naviguer, même si encore une fois je suis contradictoire, parce que tout à l'heure je te disais que en période de célibat je fais pas d'efforts, mais ça n'empêche, pour moi ça va au-delà de être juste actif passif, parce que souvent on a tendance à penser que l'actif c'est l'actif qui pénètre, c'est l'actif qui se fait sucer, c'est l'actif donc c'est vraiment répliquer des rapports hétérosexuels. Alors que moi j'adore justement quand je suis un mec et après je le prends, ou alors il me bouffe le cul et puis c'est moi qui le prends, tu vois, que rien ne soit bloqué, et c'est vraiment le truc qui aujourd'hui me fait débander total, quand je sens qu'on est dans des rapports bloqués et dans des cases. Et tu t'en croises beaucoup, malheureusement ? Beaucoup. Ou tu fais le tri en amont ? Il y a deux choses. L'une, sur les applis, c'est vrai que des profils comme ça,
Je réponds même pratiquement pas, sauf tu rentres de 5 heures de soirée très bourré et tout ce que tu veux, c'est niqué. Donc écoute, parfois tes petits principes, tu les mets de côté. Mais ouais, de manière générale, j'essaye d'éviter. Et puis après, quand c'est des mecs que je rencontre en vrai, j'ai la chance de souvent tomber sur des mecs assez... quand c'est des mecs avec qui il y a un peu plus que du cul, j'ai de la chance, je pense que c'est en discutant... de tomber sur des mecs qui au final pensent plutôt comme moi, donc ça c'est cool. Hors des cases et hors des étiquettes. Voilà. Ou en tout cas qui tendent ou qui en tout cas se posent pour moi déjà se poser des questions, c'est déjà un premier pas. On va faire une deuxième petite pause. On va parler des œuvres qui accompagnent ta vie sexuelle, ton désir. Le livre qui m'excite. Je lis peu de romans. Je lis surtout des essais et ce genre de choses. Oui, donc c'est compliqué du coup. Voilà. Mais en tout cas, un livre qui m'a un peu émoustillé, mais c'est Arrête tes mensonges de Philippe Besson, qui est un livre dans lequel il raconte son adolescence dans une petite ville et où il tombe amoureux d'un mec qui se définit comme hétéro, un peu le gaillard de la cour de récré. Et ils finissent par avoir des rapports sexuels. Ça m'a vachement rappelé aussi ce rapport que je pouvais... avoir avec mon meilleur ami à l'époque qui était complètement hétéro mais avait ce rapport très charnel avec moi. Enfin, on n'a jamais couché ensemble ni quoi que ce soit, mais moi j'étais fou amoureux de lui, mais je savais qu'il rien allait se passer. Mais en tout cas, ça m'a ramené à ça et c'est mes premiers émois, on va dire. Voilà. Le film qui me fait vibrer. Alors, mais c'est pareil, tu vois, genre j'ai pas de film où je me suis dit enfin peut-être plus une série, Queer as Folk, qui était parce que c'est vraiment la première fois que je voyais à la télévision. Je me rappelle, je me cachais le soir pour regarder ça. C'était la première fois que je voyais à la télévision des rapports sexuels entre deux hommes, des mecs parler de leur vie en tant qu'homosexuels librement. Et pour le coup, oui, c'était aussi, ça faisait partie des premières fois où j'étais devant la télé, j'étais complètement excité, quoi. En voyant, c'était Brian Kinley, je crois. L'image qui me donne des frissons de plaisir. Une image dans la vie réelle? Ouais. Alors un truc, et parfois je me dis, je dois passer pour un gros pervers. C'est un truc, et ça pour le coup, c'est aussi bien non, surtout les hommes. Une femme aussi, je peux regarder. Tu sais, quand les gens lèvent les bras et que t'as le ventre qui commence à se dévoiler. C'est un truc que je regarde systématiquement et qui peut genre m'exciter de dingue. Mais systématiquement. Et j'essaye de pas le faire parce que vraiment tu passes pour un gros pervers. Surtout en plus quand c'est une nana en face de moi. Elle s'attend pas à ce que tu la regardes comme ça. Elle s'attend pas à ce que je la regarde comme ça et que tout d'un coup, pardon, c'est un truc que j'essaye de contrôler. Mais c'est hyper érotique en même temps, c'est pas du tout bizarre. Ah mais oui, je trouve que c'est vraiment un bout de peau qui se dévoile comme ça, sans que la personne ait calculé quoi que ce soit. Je trouve ça hyper excitant. La musique qui met le mieux dans l'ambiance. Souvent quand je fais l'amour, j'aime bien mettre du R&B, mais du R&B des années 90, surtout du R&B pas du tout tu sais, le truc hyper commercial qu'on entendait, mais plus du chanté par les hommes, genre Joe, Jagged Edge, Guinea Win, Anthony Hamilton. Je trouve que c'est vraiment ces voix un peu de crooner, c'est vraiment le truc qui m'excite le plus. Tu mets de la musique pendant le sexe du coup? Souvent, j'aime bien. Le parfum qui réveille mes sens. Couvrir le bruit, pardon. Le parfum qui réveille mes sens. Est-ce que tu en as un? Ouais. C'est un peu crado, mais... un truc qui m'excite vachement, sans que ce soit tu sais, la fin de la journée chez l'homme sous les aisselles. Mais pas non plus le mec qui vient de faire le marathon de Paris et qui rentre, non, juste vraiment la fin de la journée, c'est un truc, c'est une odeur qui me rend dingue. Il y a d'un homme qui t'excite un peu quand même de base, pas le type dans le métro. Oui, un mec que je vois, mon mec, ou en tout cas un mec qui m'excite quoi. Après, si le type dans le métro est mignon, pourquoi pas. On va parler de ta dernière fois. Alors aujourd'hui, t'es célibataire depuis quelques mois. Ouais. T'as téléchargé des applis de rencontre et tu en as gardé une. Grindr, on peut dire les marques. Ouais, tu peux dire les marques. Donc c'est plutôt efficace comme application. C'est une application de rencontre pour rencontrer des gens, là pour le coup. Oui, je pense que sur Grindr, t'as plusieurs options dans la case recherche. T'as recherche tout de suite, relation, je sais plus quoi. Et donc, mais je pense qu'en grosse partie, Grindr sert surtout à trouver un mec avec qui baiser, quoi, un ou des.
Et t'en vois beaucoup? Ou tu en as vu beaucoup? Oui, j'ai un énorme appétit sexuel, donc ouais, j'en vois pas mal. Comment tu fais? Tu t'organises? Mais pas que sur Grindr. Le truc, c'est que genre, en fait, sur les dernières années, j'ai souvent été en couple avec des petites périodes de célibat. Et pendant le célibat, je pense que sans le faire exprès, je ramasse toujours un tas de numéros de mecs que je relance à chaque nouvelle période de célibat. Tu vois ce que je veux dire? Et donc comme je dis souvent à mes potes, j'ai mon petit harem comme ça qui tourne. Et après, il y a des nouveaux mecs que je rencontre soit en sortant dans des bars, en soirée, ou alors sur Grindr, effectivement. Mais après, sur Grindr, oui, j'en rencontre pas mal. Comment tu te définis sur Grindr? T'as une présentation, non? Non, j'ai rien écrit. Il y a une photo de moi. Mon visage parle pour lui-même. Et voilà. Une photo de moi avec mes mensurations, et puis voilà. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Tu es noir. Est-ce que sur les applications de rencontres, tu as déjà souffert de l'exotisation ou du racisme? Bien sûr, les mecs qui viennent te parler en te disant tout de suite... En fait, t'as deux choses sur Grindr. T'as donc les mecs qui t'exotisent totalement, qui t'envoient genre... qui limitent sur leur profil, c'est écrit recherche noire, recherche maghrébin pour me baiser, ou salope blanche pour noir, enfin ce genre de trucs. Et les mecs qui viennent te parler en t'envoyant direct les photos de... leur trou de balle, genre même pas ni bonjour ni merde, en disant recherche grand noir pour me baiser, genre déjà bonjour, ok on est là pour baiser mais bon, bonjour quand même. Et oui, c'est un truc que je côtoie au quotidien, et pas que sur Grindr, même dans la vraie vie, en soirée que tu sors et à un moment donné ils mettent la chanson, j'ai oublié, chaud chocolat, et c'est un truc qui pareil, ça fait partie des trucs qui m'ont vraiment marqué, où un mec il vient, il chante ça devant toi, il fait tu vas mettre ton gros chocolat noir, t'as mis wow. En effet. Est-ce qu'on peut se calmer 3 secondes genre, et vraiment, c'est en fait tout le problème de l'exotisation, aussi bien sur Grindr ou dans la vraie vie entre guillemets, c'est que souvent ces gens-là te voient pas pour qui tu es, et alors tu peux être que un physique, mais t'es vraiment le noir de plus quoi. Et c'est vraiment, je trouve que qui est le plus gênant. Et de l'autre côté, t'as aussi tout le rejet, tous les gens qui mettent pas de noir, pas d'asiate, pas de sur leur profil. Alors il y a pas de souci, encore une fois, et c'est ce que j'essaye toujours d'expliquer, il y a pas de souci avec les préférences, mais il faut savoir d'où elles viennent, qu'elles sont inculquées par tout un système et toute une histoire sans rentrer dans une espèce de sociologie, toute une histoire de notre monde en fait, sur les codes de beauté calqués sur les occidentaux, et même des héritages du colonialisme, je pense. Donc ça vient pas de nulle part, et surtout t'es pas obligé de les afficher en fait. Genre moi aujourd'hui ça va, aujourd'hui quand je vois ça je m'en fous. Et à l'époque quand je grandissais, quand j'étais ado et que je me découvrais, il y avait pas Grindr, j'utilisais pas en tout cas. Donc j'ai vu ça que dans mon âge un peu plus adulte, on va dire ça, mais j'imagine les petits mecs noirs qui viennent, enfin, maghrébins ou asiates qui ont 18 ans, qui viennent télécharger Grindr et qui voient tout de suite que, d'une certaine façon, c'est moins bien, c'est non. Enfin, je pense que ça peut être un truc assez, déroutant et qui contribue pas à la confiance en soi. Ouais. C'est ce que je dis souvent aux mecs qui comprennent pas en me disant ouais non mais on peut avoir ses préférences. C'est ça va au-delà de toi et de qui tu es en fait. C'est à quel moment ça fait un peu gnangnan de dire ça, mais à quel moment t'es altruiste et tu te dis en fait si un mec noir vient me parler, je lui réponds pas plutôt que d'afficher ça là en fait. Point. Mais toi aujourd'hui t'arrives à t'en protéger du coup de ça, de cette violence là sur les applis? J'ai appris à c'est aussi parce que sans me faire gonfler les chevilles, c'est que j'ai la chance d'avoir accès aux mecs dont j'ai envie alors oui, parfois j'ai ressenti que ce mec là il voulait pas de moi parce que j'étais noir, je pense que tu peux le comprendre, et t'as des mecs même qui te le disent, genre j'ai entendu mais t'es super beau, mais quand même me taper un noir c'est un peu bizarre pour moi, tu vois. T'es pas merci, parce que c'est pas un compliment. Tu vois, donc j'ai appris à me blinder de ce genre de choses, même si c'est un état constant, mais parfois t'as des moments où tu vas moins bien, où ça t'atteint un peu plus, mais j'ai la chance de faire assez abstraction de tout ça. Même si j'hésite pas à en parler, à confronter les gens qui pensent comme ça, et je pense que c'est hyper important, même pas pour moi, mais pour
ceux d'après. T'as du courage aussi. Ouais. C'est pas grand-chose. Et du coup, cette dernière fois, c'était sur une appli ou pas ? C'était quand déjà ? Et puis c'était Ma comment ? dernière fois, c'était, je pense, samedi dernier. Ouais. Oui. C'était en soirée. Je suis allé à une soirée pas loin à Saint-Ouen et sur la piste, j'ai rencontré un mec, on s'est maté, on s'est pécho et puis il m'a dit tu veux rentrer ? J'ai dit oui. C'était bien ? C'était cool. C'était vraiment mon genre de mec. Genre de mec. J'ai pas de genre de mec, mais il faisait partie du genre de mec que je peux avoir. J'ai plusieurs genres, on va dire ça comme ça. Donc un mec avec un grand avec un joli derrière, donc parfait. Donc t'as été actif encore ? Voilà. Tu vas le revoir ? Peut-être, ouais, on échangeait de numéro, mais oui, j'ai son numéro, mais il est pas enregistré, donc ouais, je pense que oui, on va se revoir un jour. Jusqu'à ce que son numéro disparaisse dans le flux voilà. de numéros. Dans d'autres choses. C'est quoi ton désir pour la suite ? Tu aspires à être plutôt en couple, plutôt à papillonner comme maintenant ? Comme je te disais tout à l'heure, en fait, je me suis rendu compte après ma dernière rupture que depuis 6 ans, j'ai pas été célibataire plus de 6 mois. Même, 5. Parce que je suis vraiment le genre de mec qui, quand il rencontre un mec cool, se pose pas de questions et se dit, bon, bah, vas-y, c'est cool, ça se passe bien, on se kiffe, essayons. C'est ce que je dis toujours d'ailleurs, mes amis m'appellent Monsieur Essayons. Je suis vraiment, on essaye et puis on voit. Et donc après cette rupture-là, je me suis dit, écoute, on va peut-être essayer de prendre le temps d'être célibataire, de vraiment réévaluer ce que je veux, ce que j'attends d'un mec. Parce que pendant longtemps, j'ai été dans cette course au mec, il me faut un mec, à penser que la seule manière de vivre, c'était en couple et pas autrement. Et aujourd'hui, par chance, pour moi, en tout cas, je m'en détache, même s'il y a toujours des relents. J'ai pas d'attente pour la suite. Je pense que j'arrive plus ou moins au stade aujourd'hui où je suis aussi bien seul que en couple. Et vraiment, pour être en couple, c'est une relation stable, pas prise de tête, où on a envie tous les deux plus ou moins des mêmes choses. Et c'est pour ça que quand j'essaie justement et que ça déconne, en fait, je suis vraiment aussi bien seul. Donc, je vais pas me prendre la tête plus que ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'aspire à juste continuer à garder mon semblant de stabilité, à être bien et à bien niquer. C'était dernière fois. Merci Paul de nous avoir raconté 10 ans d'expérience sexuelle et d'être aussi positif surtout. Je t'en prie, c'était un plaisir de parler de moi. Vous venez d'écouter Première dernière fois, un podcast de Lucille Bélan produit par Slate.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer ou votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et pourquoi pas lui mettre 5 étoiles.